Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo actu qui va couvrir tout le mois de novembre. On va essayer de parler des spoilers principaux et des petites informations croustillantes. Avant que la vidéo commence, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait et surtout, après visionnage, si elle vous a plu, à la liker. Je vous invite aussi à suivre le lien dans la description vers la boutique de The Card Adventure. Les fêtes approchent à grands pas et ils ont mis en place un petit système de calendrier de l'Avent qui est vraiment très sympathique. Je vous invite à aller checker ça si vous avez envie de faire un beau cadeau à un fan de Yu-Gi-Oh! Vous savez où aller. Avant que la vidéo commence, encore quelques petites secondes, n'hésitez surtout pas à poser des questions dans les commentaires en dessous de cette vidéo. J'essaierai de retenir les plus intéressantes pour y répondre dans la FAQ de fin d'année. On est tout de suite parti et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va aborder un sujet que vous avez vu dans le titre et c'est pas très jojo. Le prochain corset déjà dévoilé. On n'a même pas encore terminé l'année que le prochain corset vient d'être annoncé. Il viendra après Supreme Darkness qui sort déjà le 23 janvier, donc c'est pour vous dire qu'il voit bien dans le futur Konami. Appelé Alliance Insight, cette display va contenir un immense support surprise pour l'archétype Ignister. Pas moins de 8 nouvelles cartes qui vont venir grandement renforcer cet archétype. Propulsant le deck dans une toute nouvelle dimension, je vous propose un petit top 4 fait par mes soins qui commence avec AI Venture. J'ai fait une petite pause pour le prononcer correctement. Oui, Konami se fait plaisir avec les jeux de mots, généralement avec les Ignister. C'est la nouvelle grosse carte de tuto du deck qui nous permet de révéler un monstre Cyberse depuis notre main et en fonction de son attribut, d'appliquer un des effets suivants. Si le monstre révélé est ténèbres, on va pouvoir l'invoquer spécialement depuis notre main, puis tout de suite derrière, à les tutos, un monstre Cyberse de maximum niveau 4 depuis notre deck à notre main. Par contre, si le monstre était non ténèbres, on va le remélanger dans le deck, mais en échange, on pourra les tutos n'importe quel monstre Ignister d'un attribut différent. Bien entendu, après activation, cette carte va nous lock en invoque spé de monstres Cyberse jusqu'à la fin du tour. Vous en êtes peut-être rendu compte, mais cette carte est juste une giga one card de combo, surtout si on a un monstre dark dans la main, et ça tombe très bien, parce que les deux prochains monstres, eh ben, c'est des très bonnes targets pour cette petite magie. D'abord, on va avoir le sorcier Ignister, une petite évolution de Wicked pour ceux qui ont la ref. Il nous dit tout simplement que tant qu'on contrôle un monstre Cyberse invoqué depuis l'extra deck, on va pouvoir cibler un monstre Cyberse ténèbres dans notre cimetière et invoquer non seulement le sorcier, mais aussi le monstre ciblé sur notre terrain en mode défense. Bien entendu, vu la puissance de cet effet, on est lock en invocation de monstres Cyberse jusqu'à la fin du tour. Et sinon, le dernier effet est plutôt anecdotique. On peut bannir cette carte depuis notre cimetière pour changer la position de combat d'un monstre contrôlé par l'adversaire. Vous l'aurez compris, c'est son premier effet qui fait sa force, exactement comme Sauvegarde Ignister. Encore une fois, une petite version twistée, la secrétaire de sauvegarde. Elle nous permet, comme le sorcier avant elle, tant qu'on contrôle un monstre Cyberse invoqué depuis l'extra deck, de s'invoquer spécialement depuis notre main. Et justement, si cette carte est invoquée en monstre P, on va pouvoir aller tuto un monstre Cyberse ténèbres depuis notre deck à notre main. Bien entendu, elle-même exclue, mais cette carte n'a clairement d'Ignister que le nom. Elle est insane. Pour des stratégies comme celle de Malice, par exemple, qui vient d'arriver dans la méta avec les Crossover Breakers, ça risque de faire un bon chamboule-tout et un bon gros support indirect. On va conclure avec un nouveau boss monster qui pourrait devenir la Appaloosa des decks Cyberse, l'accès codeur bavard Ignister. Ça, c'est du gros pépère qui dépote. Lien 5, demandant 3 monstres à effet, ce nouveau boss monster nous permet, lorsqu'il est invoqué, de ramener autant de monstres liens avec 2300 points d'attaque depuis notre cimetière que possible dans des zones où pointe cette carte. Voici d'ailleurs le petit schéma Link de cette carte que vous ne voyez pas vu que je n'ai pour l'instant que les illustrations et pas les cartes complètes. Et ensuite, pour chaque monstre pointé par cette carte, elle va gagner 500 points d'attaque, mais derrière, on ne pourra plus invoquer spécialement de monstres pour le reste du tour. Quand même. Et là, je sais ce que vous vous dites, si on doit arrêter d'invoquer après son arrivée, c'est pas si ouf que ça. Il y a autre chose, vous vous doutez bien. Lorsque l'adversaire active une carte ou un effet rapide, on peut tout simplement sacrifier un monstre lien pointé par cette carte, annuler l'activation et bannir la carte. Bon, je vous ai un petit peu teasé au début, mais malheureusement, ou heureusement pour certains, cet effet n'est utilisable qu'une fois par tour. C'est très fort, et s'il n'y avait pas cette restriction, ce serait clairement une Appaloosa pour les decks Cyberse. C'est quand même dommage, ça aurait pu être une carte très importante s'il n'y avait pas cette restriction. Avec Malice qui arrive dans la méta, il y aurait clairement eu de l'abus sur l'utilisation de l'effet de cette carte, et ça aurait pu rendre le deck complètement broken, donc c'est peut-être pas plus mal. Alliance Insight n'a toujours pas eu d'annonce de date d'arrivée en TCG. Voici celle du Japon. Surtout, n'oubliez pas qu'il suffit de rajouter 2-3 mois à cette date pour avoir à peu près celle à laquelle va sortir cette extension en TCG. De nouveaux decks incroyables en OCG. Comme d'habitude, l'OCG met une vitesse au TCG. Ça, on le sait. Mais c'est une nouvelle fois avec 2 nouveaux decks de structure
que le Japon se démarque du reste du monde. Après les Tactical Tri-Decks qui ont marqué nombre d'entre vous, voici donc les Duel Ignition Deck. Pour l'instant, on n'a que le visuel du devant de la boîte, mais ça augure déjà du très très bon. Pas de liste, pas de détails sur le contenu, mais on peut déjà un peu imaginer les petites dingueries qu'il y a là-dedans. On en reparlera très certainement dans les prochains mois, quand les spoils seront sortis, mais un petit deck MP, un petit deck héros, c'est quand même une belle introduction dans le jeu compétitif. Avec l'esprit de Neos en carte phare pour l'un et Chaining en boss monster pour l'autre, ça augure quand même un peu de solide. Après tout, il suffit de regarder les Tactical Tri-Decks et surtout leur liste, pour savoir que généralement les Japonais ils sont assez généreux en grosses dingueries dans leur structure deck. Ils sont arrivés le 30 novembre en OCG et on n'a plus qu'à croiser les doigts fort pour avoir la même chose en TCG l'année prochaine. Le retour du premier deck méta rituel du jeu 2015, l'âge d'or des Necros. Ils ont laissé leur empreinte dans le jeu compétitif en topant dans des gros events comme les YCS ou les WCQ. Près de 10 ans après leur sortie, 4 nouvelles cartes viennent réalimenter le deck. Et ça commence d'abord avec Necros Métaltron. Après les synchros de Barrière de Glace, c'est au tour des boss monsters de Draco Slayer de devenir des armures vivantes. Son effet pendule nous dit que si une carte Necrose est bannie face recto, on va pouvoir cibler une magie ou piège sur le terrain et la bannir aussi en retour. Plutôt bien, mais utilisable une fois par tour, sinon ce serait craqué. Niveau effet de monstre ensuite, c'est juste une SP en fait. Durant la main phase, effet rapide, on peut cibler un monstre face recto contrôlé par l'adversaire, on va bannir cette carte jusqu'à la end phase et bannir la cible. Bon, je vous ai encore une fois un petit peu menti, c'est le même concept que SP, mais en mieux, le monstre adverse reste banni alors que le vôtre revient. C'est quand même un petit peu mieux que SP qui rééquilibre un petit peu la partie. Bon, enfin et surtout, cette carte, c'est une petite fissure dimensionnelle archétypée. Si un monstre de l'adversaire il est trop au combat avec un de nos monstres Necros, il est banni à la place. Comme ça me donne envie de caler un petit Majou dans la decklist, moi. Ouais. Bon, forcément, qui dit nouveau support 2024-2025, dit one card de combo, bien sûr. Ce rôle, c'est celui de Avens, l'épéiste de Necros. Lorsque cette carte est invoquée normalement, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre Necros depuis notre deck, excepté lui-même, bien sûr. Ça déjà, c'est fort, mais si on veut invoquer exactement un monstre rituel Necros avec un effet qui sacrifie les monstres, on peut utiliser cette carte comme tout le matériel. Juste. Et le pire ou le meilleur pour les lovers de l'archétype, c'est qu'il y a encore un effet derrière. Si cette carte est sacrifiée par un effet de carte, on va pouvoir ajouter depuis notre zone de bannissement à notre main autant de cartes Necros de noms différents que possible. Donc on a one card de combo, aide à l'invocation et maxi recyclage. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais si on a 10 cartes Necros bannies de noms différents, on a une full end blindax. Mais bougez pas, on a son penchant féminin, Emilia, la prêtresse dansante de Necros. Tant qu'on a un monstre Necros guerrier dans notre cimetière ou sur notre terrain, on va pouvoir invoquer cette carte spécialement depuis notre main. Lorsqu'elle est invoquée normalement ou spécialement, justement, on va pouvoir aller tuto n'importe quel monstre rituel Necros ou n'importe quelle magie de l'archétype depuis notre deck à notre main. Et comme son homologue masculin, si on va invoquer par rituel, on peut utiliser cette carte comme tout le matériel requis. Emilia est donc moins importante que Avens, mais elle donne accès aux magies du deck. Et justement, Miroir divin Necros, c'est la carte que vous voulez avoir. Magie rapide, elle nous permet, durant la main phase, d'invoquer par rituel un monstre depuis notre main ou notre bannissement en utilisant et en sacrifiant des monstres depuis notre main ou notre extra deck dont le niveau total est égal ou supérieur au monstre rituel qui va être invoqué. Sinon, durant la main phase, on va pouvoir bannir cette carte depuis notre cimetière avec un monstre Necros pour aller tuto n'importe quelle carte magie Necros depuis notre deck à notre main. Et vous savez ce qui est fort? C'est qu'elle ne s'exclut pas elle-même. Donc, en la bannissant avec autre chose, on peut aller la retuto. Necros rejoint donc le cercle fermé des decks considérés par Konami qui vont recevoir un update. Donc les joueurs de l'archétype, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Nos monstres préférés se refont une beauté. Le dragon noir aux yeux rouges, le magicien sombre, l'homme oiseau de feu, le dragon poussière d'étoiles. Des monstres symboles de leur époque et de nouveau adaptés en figurines. Faisant partie de la Monster Art Series, ces 4 cartes emblématiques vont de nouveau être éditées en figurines, mais cette fois-ci articulé. D'habitude, j'avoue, je ne suis pas fan, mais regardez un peu la qualité du Stardust, par exemple. Je trouve qu'on ne remarque pas trop les jointures et les endroits où elle est articulée, et ça fait très plaisir. Le côté métallisé de la peinture, d'ailleurs, lui donne un flow supplémentaire incroyable. Pas encore de date de sortie, mais en tout cas, une popularité déjà bien marquée. J'ai récupéré un petit sondage que j'ai trouvé sur X. Sur 1007 personnes,
Voici les statistiques, le Stardust est number one quand même. Mais il est quand même talonné par l'homme oiseau de feu, lui-même talonné par le dragon noir aux yeux rouges. Étonnamment, le magicien sombre est le vilain petit canard de l'histoire et termine dernier avec 21% de popularité dans ce sondage. Et vous alors, quelle figurine fait vibrer votre âme de dueliste? Encore une fois, dites-moi ça plus bas. Un playmat promo creepy pour la Early Days Collection. Je vous en ai déjà beaucoup parlé dans les 2 précédentes Carden News, mais ça y est, la Early Days Collection va dévoiler son visuel. On a déjà eu le contenu et les jeux rétro qui allaient la constituer, mais on va surtout avoir un playmat promo. Commençons d'abord par la jaquette, qui n'est clairement pas sans rappeler le visuel de la team sorti cette année. Mettant dos à dos Yugi et Kaiba prêts à s'affronter ou à s'entraider. N'oubliez surtout pas que ce jeu contiendra une copie du plumeau de Damarpi en QCR. Une dinguerie. Mais la nouveauté ce mois-ci, c'est qu'en plus du visuel, on a un tapis qui va accompagner la sortie du jeu. Franchement, regardez-moi ce truc rassemblant tous les monstres vanilla les plus dégueulasses. Idéal pour aller jouer à votre DC un petit soir d'Halloween. Seulement 19,90. Non, plus sérieusement et blague à part, c'est un petit clin d'œil à tous les monstres qui étaient invocables normalement avec la plus forte attaque de l'époque. Et justement, ils avaient tous 1350 points d'attaque. Allez savoir, c'est quoi le clin d'œil ici? Dites-moi si vous le savez dans les commentaires. Je vous vois venir d'ailleurs, vous allez me dire que Ladjin, le génie de la lampe, était bien meilleur en termes de stats que ces petits trucs, mais bon, le clin d'œil est quand même cool. Le manga s'invite dans le TCG. Ça fait plusieurs années qu'on le sait, de très nombreuses cartes présentes dans les différents mangas Yu-Gi-Oh! N'existent toujours pas dans le jeu de cartes. Mais les choses changent. Petit à petit, de nombreuses cartes sont éditées dans le jeu provenant directement des différentes aires du manga. Et ce mois-ci nous le prouve encore une fois, avec des cartes provenant de Duel Monster, GX et même 5Ds. On va commencer par Duel Monster et ce tricheur de Bandiken, représenté par Motor Kaiser. Le dueliste l'utilise contre Joey dans le manga et il a un effet plutôt simple. On peut la révéler depuis notre main et immédiatement après la résolution, on va pouvoir invoquer normalement un monstre machine ténèbres. Sinon, on peut cibler un monstre qu'on contrôle, le détruire et invoquer un jeton moteur avec ses stats. Désolé, j'ai un petit peu la flemme de les retenir. Pour proc l'effet de destruction qui nous fait un token, on va avoir le garage de ferraille. Cette carte piège va nous permettre, dès qu'un monstre machine est détruit face recto par un effet de carte ou au combat, de cibler jusqu'à 3 monstres machines ténèbres dans notre cimetière, les invoquer spécialement, mais quand même leurs stats seront de 0. Et bien sûr, à part ça, on peut bannir cette carte depuis notre cimetière, sinon ce ne serait pas une carte de 2024, comme dirait ce cher Vince. Cible un monstre machine qu'on contrôle et le détruire, une nouvelle fois. Ce que je vois là comme ça à chaud, c'est que ces 2 cartes vont aller parfaitement dans la stratégie du deck Ferraille. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Passons à GX et avec le deck de la meilleure dueliste du dortoir bleu obélisque, Alexia Rhodes. Le saviez-vous, elle n'utilise pas que des anges cyber. Non, non, non. Son deck contient aussi par exemple la carte Poupée de glace, un monstre haut de niveau 2. Je le vois là, votre filet de bave, les joueurs barrière de glace ou sprite. Déjà pour commencer, je vais refroidir un petit peu vos ardeurs. Si vous activez n'importe quel effet de cette carte, vous allez être lock en invocation de monstre haut pour le reste du tour. Une fois que ça c'est dit, vous pouvez, si vous voulez, défausser un monstre haut depuis votre main pour invoquer spécialement cette carte sur votre terrain. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, justement, vous allez pouvoir aller tuto un monstre magicien haut depuis votre deck à votre main. Et enfin, si jamais cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous allez pouvoir tuto un miroir poupée de glace directement depuis votre deck à votre main. C'est donc un support indirect plutôt solide, je pense, pour les decks jet glace ou encore barrière de glace. Les joueurs du deck, comme d'hab, vous me laissez un petit mot en dessous de la vidéo, histoire que j'ai votre avis, mais je pense que malgré la restriction, c'est pas mal. Sinon, justement, je vais vous parler de la carte tutorisable par la poupée, son miroir. L'effet est très particulier, donc désolé pour une fois, je vais lire mes notes sur cette première partie. On peut foolish un monstre depuis notre main ou terrain pour spé un monstre avec le même nom d'origine qu'un monstre qu'on contrôle depuis notre main ou notre deck. Je vous le laisse à l'écrit, un peu plus clair, ça devrait passer, mais comprenez qu'à la prononciation orale, c'est pas simple. Encore une fois, la résolution de cet effet, on va être lock en invocation de monstre haut. Et comme d'hab, on va bien sûr pouvoir bannir cette carte depuis notre cimetière pour aller tuto une poupée de glace directement depuis notre deck à notre main. Bon, celle-là, je suis déjà un petit peu moins sûr qu'elle soit deck changer pour les archétypes que j'ai cités, mais sait-on jamais. Pour finir, passons à 5Ds et au deck de Lua, ou Léo, comme vous voulez. J'en parlais avec l'un d'entre vous dans les commentaires d'une de mes vidéos. Il attendait avec impatience du nouveau support pour conte de fées. Et bah c'est chose faite. Et quoi de mieux pour l'inaugurer qu'une nouvelle magie de terrain? Prologue de conte de fées, l'aube du voyage. Premier effet continu, les dommages reçus par chaque joueur sont réduits de moitié. Ensuite, si jamais on contrôle un monstre lumière bête ou un dragon synchro de niveau 7-8, on peut piocher une carte. Et enfin, le meilleur effet selon moi, une fois par tour, on peut envoyer cette carte qu'on contrôle au cimetière, placer une autre magie de terrain face recto sur notre board
et bien sûr, excepté celles qu'on vient de dégager. Imaginez par exemple les possibilités si on avait le moyen de mettre un monstre magicien sur le board, comme une des très nombreuses charmeuses d'extra deck. Boum! Village secret des magiciens au début du tour adverse. Ça, c'est vraiment très strong par contre. Et enfin, voici un des petits nouveaux du deck, Wonko, le noble chevalier de la forêt. Si jamais il est norme 11P, on va pouvoir aller tuto la magie de terrain dont j'ai parlé précédemment depuis notre deck à notre main. Oui, j'ai la flemme de redire le nom. Par contre, si jamais cette magie est déjà sur notre terrain ou dans notre cimetière, on va pouvoir piocher une carte à la place de la tuto. Sinon, tant qu'une carte est dans notre zone magie de terrain, l'adversaire peut uniquement cibler cette carte avec une attaque et aucun de nos autres monstres. Et si jamais Wonko est détruit au combat, le monstre qui l'a tabassé va perdre 500 points d'attaque, et ce, de façon permanente. Toutes ces cartes devraient sortir en OCG à la fin du mois de décembre, dans le Premium Pack 2025. Ça laisse supposer une arrivée des cartes de cette extension en mars-avril à peu près en TCG. Le YCS de Bologne est le premier deck and trap. Mathieu Bricard. Il fallait forcément que je vous parle de la performance de ce joueur compétitif qu'on voit briller sur de très nombreux tops ces dernières années. D'abord champion de France en 2022, il a failli réussir un doublé historique en 2023, mais échoue face à Tristan Raymond et son deck Kashtira. Mais cette année, Mathieu Bricard se venge et remporte le plus gros YCS jamais organisé en Europe, à Bologne. Un gros GG à lui pour avoir représenté le Yu-Gi-Oh! Hexagonal sur la scène internationale. Mais après tant d'éloges, je dois quand même émettre une critique. Alors attention, je ne critique ni la performance de Mathieu, ni sa personne. Non, ce que je vais critiquer, c'est que le jeu compétitif a mis en avant et fait toper à un gros événement international un deck majoritairement constitué de N-Trap. Sur 40 cartes, la liste de Mathieu contient 21 N-Trap. Honnêtement, c'est terrifiant et un peu énervant que l'interruption prenne le pas sur le jeu. J'ai vu des posts Twitter qui disaient « C'est incroyable, Magie du Mousquet est en finale, tout peut arriver ». Sauf que si vous regardez bien cette liste, vous avez 4 cartes Magie du Mousquet en main et une dans l'extra deck. Le reste, c'est une base Finsmith, des staples et des power tools. Ce que je cherche à dire, et vous doutez bien que je l'ai préparé avant de le dire face caméra pour qu'il n'y ait pas de malentendu, c'est que je trouve ça très dommageable pour Yu-Gi-Oh! Que les N-Traps soient devenus un archétype. Elles prennent toute la place principale d'un deck, lui faisant complètement perdre son identité. Après attention, jouer des N-Traps, c'est synonyme de folle capacité dans le jeu. Encore une fois, j'ouvre le débat dans les commentaires. Je pense que de nombre d'entre vous seront un petit peu d'accord avec mon point de vue. Et sinon, bien sûr, tant que c'est intelligent et bien critiqué et résumé, eh bien n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir de vous lire. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo actu du mois. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, ce que j'ai préféré ce mois-ci, c'est l'arrivée, même si c'est au compte-gouttes, des cartes qui sont présentes dans le manga. Quel kiff, et j'espère qu'ils vont en rajouter beaucoup d'autres. Et vous, c'était quoi votre info préférée? Surtout, n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir toutes celles qui manquent ou que vous n'avez pas vues, ou le développement des autres spoilers parce que je n'ai pas parlé de toutes les cartes dans certaines situations. Dans la description, vous avez tous les liens, une petite catégorie appelée plus d'infos pour vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Slipper.